Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de canaux d'acquisition. Alors peut-être que vous avez déjà une boîte et que vous avez déjà, ou peut-être que vous avez tout simplement déjà des canaux d'acquisition qui tournent bien, ou peut-être pas du tout et que vous en cherchez un, ou peut-être que vous allez lancer aussi un projet et vous essayez de savoir les meilleures pratiques pour sélectionner les canaux d'acquisition qui seraient les plus pertinents pour vous. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour vous expliquer qu'en fait, il y a des méthodes et il y a des bonnes pratiques pour trouver ces canaux d'acquisition, pour aller plus vite, pour accéder plus rapidement à son marché et pour gagner plus d'argent du coup. Je voudrais commencer par un petit jeu rapidement et n'hésitez pas à le mettre en commentaire la réponse que vous avez, que vous avez en tête. D'après vous, est-ce qu'il y a entre 5, 15, 16, 23 ou 24 à 31 canaux d'acquisition qui existent? Et j'aimerais bien avoir votre réponse en commentaire parce que ça m'intéresse tout simplement et pour voir aussi peut-être le niveau, le niveau si vous étiez déjà intéressé et aussi si vous m'avez écouté à lire des bouquins parce que ça vient d'un bouquin ce que je vais vous apprendre ici et je vais essayer de l'illustrer au maximum avec des exemples concrets et vous donner aussi surtout des tips vraiment hyper pratiques que vous pouvez mettre en application dès le lendemain. Donc, je vous laisse répondre, mais la bonne réponse, c'est entre 16 et 23. Et il y a effectivement 19 canaux d'acquisition qui existent aujourd'hui. En tout cas, peut-être qu'il y en a un peu plus, mais on va se concentrer uniquement sur ces 19-là. Apprendre ces 19 canaux d'acquisition, ça va vous permettre d'avoir un panorama de tout ce qui existe aujourd'hui et ça va vous permettre du coup de pouvoir les sélectionner un peu comme à la carte et de pouvoir vous focaliser sur ceux qui fonctionneraient mieux pour votre business. Alors effectivement, les canaux d'acquisition, il va falloir, il y a plusieurs stratégies. Il faut traquer les canaux d'acquisition qui fonctionnent le mieux. Donc j'ai déjà donné du Google Analytics, du Hotjar, du Mixpanel, j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Donc effectivement, si vous voulez connaître les canaux d'acquisition qui sont les plus pertinents pour vous, il faut d'abord traquer les résultats, qu'il y a des plateformes qui le font déjà nativement, mais je vous conseille du coup d'installer au moins ce minimum. Ensuite, Ensuite, vous pouvez bien évidemment, et je l'ai déjà dit aussi dans plusieurs vidéos, aller regarder ce qui se passe chez vos concurrents. Je pense que ça vous fera gagner pas mal de temps. Typiquement, si vous voulez faire un concurrent d'Uber, il faut faire tout ce qu'a fait Uber. Pas plus compliqué que ça. Vous n'avez rien à inventer parce qu'ils l'ont déjà expérimenté pour vous. Et bien entendu, tout en ayant en arrière-pensée d'essayer d'exploiter des canaux d'acquisition sur lesquels ils ne sont pas déjà. Donc typiquement, si votre concurrent a sa stratégie SEO et qu'il est déjà bien en place, essayez de trouver un autre canal d'acquisition parce que le SEO, il doit être déjà positionné sur pas mal de mots-clés, il a déjà fait beaucoup de boulot par rapport à vous, donc ça va être difficile de rattraper le retard. Du coup, l'idée, c'est d'expérimenter très rapidement, donc c'est des techniques de gros hacking, hein. Typiquement, l'idée c'est d'expérimenter énormément de fois pour augmenter finalement ses capacités de succès, enfin la possibilité de succès de ces expérimentations. Et donc du coup, je voulais pour ça vous parler du Bulleyes Framework. Donc l'idée c'est de prioriser ces canaux d'acquisition. Au centre, vous devez vous sélectionner un ou trois canaux d'acquisition potentiels. Le deuxième cercle ici, c'est ceux qui sont potentiels, donc ceux auxquels vous pensez peut-être. Moi, je vais vous donner un exemple, par exemple, sur les vidéos ou sur les formations. Moi, les canaux d'acquisition principaux, ça va être voilà, la communauté. Je vais essayer de construire une communauté. Ça va être le referral aussi. Et ça va être le contenu. Voilà, c'est les trois canaux d'acquisition que j'ai décidé de sélectionner. On va rentrer encore une fois dans chacun de ces canaux d'acquisition et je vais pouvoir vous les expliquer. Et du coup, dans le deuxième cercle, pardon, vous utilisez ceux qui sont possibles. Vous en utilisez 5 ou 6 maximum. Et là, dans la dernière boucle, vous allez voir tous ceux qui sont sur le long terme. Donc, en gros, 80% au centre, 20%, 15% à la limite sur le deuxième cercle et 5% sur le long shot. Si vous voulez mettre en place, par exemple, une stratégie SEO, ça mettra plus de temps. Donc, autant le voir sur le long terme et commencer à peut-être passer 1 ou 2% dessus. Aussi, il faut scorer ces canaux d'acquisition parce que ça vous permet d'être beaucoup plus percutant dans les idées que vous avez. Je pense que vous devez avoir plein d'idées. Et effectivement, quand vous avez plein d'idées, si vous n'arrivez pas à les scorer, vous n'arrivez pas à savoir par quoi il faut commencer pour avoir le plus d'impact,
ça sera moins performant. Donc du coup, l'idée, c'est d'utiliser le score, le score, le I pour impact, le C pour confidence et le E pour ease, donc facilité. Typiquement, l'impact, c'est qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ce que je veux tester, sur ma métrique, que je veux améliorer. Par exemple, je veux plus de leads sur une landing page. Confidence, c'est la probabilité de succès et la facilité, c'est la mise en œuvre en fonction, bien sûr, de tout votre contexte, etc. Et donc, le calcul, il est assez simple, c'est 7 fois 6 fois 5 est égal au score. Donc voilà, ça vous donne. Et du coup, vous avez juste à classer le score par ordre du plus important au plus faible pour pouvoir commencer à déballer et aller très 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 vite. Du coup, on est parti. Alors surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou si c'est pas clair pour vous. Je viendrai bien sûr vous répondre. On va commencer par le viral marketing. Alors le viral marketing, c'est extrêmement fort, mais c'est réservé à peu d'entreprises. Finalement, c'est de faire du down to top. C'est ce il y en a 6 différentes qui existent. Le word of mouth, donc typiquement, on peut prendre l'exemple de Yuka avec lequel j'ai déjà travaillé dans les dernières années. Eux, ça a été extrêmement fort parce que c'est un produit qui a beaucoup de valeur et que les gens ont envie de tester. Je ferai une vidéo sur la viralité du bouche à oreille. Effectivement, c'est un sujet passionnant de savoir pourquoi un produit est devenu viral ou pas. Et Yuka en fait clairement partie et il a respecté totalement l'une des briques qui fait que votre produit est viral. Inherent virality, effectivement, si vous utilisez Facebook sans vos amis, ça sert à rien. Donc du coup, vous êtes amené soit à les inviter, soit à les suivre. Et donc du coup, c'est inhérent à l'application. Collaboration, de la même manière, vous allez travailler avec vos collègues et du coup, vous allez devoir aussi de la même manière les inviter. Communication, donc Slack, c'est toujours pareil en fait. La viralité, ça prend souvent, enfin en tout cas sur l'inherent de collaboration et communication, c'est qu'en fait vous pouvez pas parler à vous-même. Hein. Évidemment, si vous êtes sur WhatsApp et que vous parlez tout seul, ça sert à rien. Donc de la même manière, c'est viral parce que vous avez besoin de gens pour parler. Incentive, on se souvient bien entendu de ce qu'avait fait Uber en vous offrant 10 euros à chaque course partagée à vos amis. Donc ça, c'était vraiment génial. Il y a même des gens qui ont mis leur logo et d'ailleurs je vous conseille de le faire, hein, ça marche assez bien de mettre votre code sur des sites, je ne sais pas si ça marche encore, hein, mais en tout cas je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont Uber, surtout c'est surtout ça le problème, mais ça a très 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 bien marché sur les incentives, de donner 10 euros en échange de 2 euros, etc. Et l'embed, alors l'embed c'est un mot un peu technique, mais pas tant que ça au final. Si vous voyez, vous pouvez par exemple, je peux prendre cette vidéo YouTube et la mettre sur mon site internet. Et du coup, c'est YouTube qui apparaît sur mon site internet. Voilà, ça marche plutôt bien. C'est plus pour des SaaS, donc software as a service en général que ça fonctionne. Moi, je vous conseille, donc voilà, j'ai écrit un article d'ailleurs sur la viralité. Je vous conseille d'aller le voir sur Medium. Donc le titre, c'est ça, c'est 6 façons de rendre un produit viral. Et bien entendu, je vous conseille absolument ces 3 bouquins. C'est vraiment mes bouquins préférés sur toute la psychologie. Ça vous apprend, donc Hooked, ça vous apprend à clairement comment rendre un produit, enfin comment rendre les gens accros à votre produit. C'est passionnant, vraiment, c'est des études qui ont été faites sur des rats de laboratoire. Je ferai aussi une vidéo pour expliquer ce qu'elle fait, ce que ce bouquin fait. Influence, la psychologie de la persuasion, encore une fois, ça va vous aider de dingue sur tous les aspects du quotidien. Je ferai aussi une vidéo dessus parce que je trouve que c'est un sujet passionnant. Et prédictabilité irrationnelle, pareil, ça c'est la base. Si vous avez un SaaS par exemple, ça va vraiment vous aider à essayer de manipuler les prix pour faire en sorte que les gens aient plus de facilité à payer votre produit. On va commencer avec le Public Relations. Alors moi, c'est un hack que j'aime vraiment beaucoup et je pense qu'il y a peu de gens qui l'utilisent. Typiquement, moi, ce que je recommande, c'est clairement, c'est d'utiliser l'audience de quelqu'un qui partage votre produit. Et du coup, moi, ce que je recommande, c'est si vous avez un produit et que vous connaissez les influenceurs de votre produit qui peuvent être intéressés, allez les suivre sur Instagram, allez les suivre sur Facebook, rajoutez-les, essayez de voir et de trouver un déclencheur, un trigger qui va faire en sorte de leur proposer votre produit. Je pense notamment à Mobile Club. Mobile Club, c'est comment dire, de la location de smartphones.
En gros, vous payez 30 € par mois, vous avez un iPhone X. Et c'est ce qui est arrivé, par exemple, à Jerem Star. Jerem Star, il avait dit sur sa story, voilà, j'ai cassé mon iPhone, je suis dégoûté, ça arrive tout le temps, est-ce que ça vous arrive, etc. Et le community manager, enfin, ils sont pas beaucoup, ils sont une dizaine, je crois, dans la boîte, avait envoyé un message à Jerem Star en lui disant, Hello, nous, on t'offre un abonnement gratuit et à vie si tu veux, donc viens nous voir et on te fait ça. Et effectivement, bah, là, il est arrivé sur un déclencheur absolument génial. Il a cassé son téléphone. Je t'offre un abonnement à vie gratos pour avoir un iPhone X ou n'importe quel iPhone que tu veux. Enfin, nickel, je te fais un code promo et ça marche très très fort. Et ça c'est des petits hacks comme ça qui marchent très très bien. Il y a aussi un hack qui avait marché comme ça chez une entreprise qui s'appelle Chanty Biscuit. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est des biscuits personnalisés. Donc, c'est une idée assez simple, mais ils ont cartonné aussi. Pareil, il y avait une nana qui était venue la voir sur son Instagram et qui lui avait dit, voilà, je t'invite à un événement avec plein d'influenceurs. Et en fait, elle l'avait tout simplement suivi aussi. Elle l'avait suivi, l'influenceuse avait aimé ce qu'elle faisait. Et du coup, elle lui avait dit, bah, je t'invite et tu proposes tes biscuits. Et ça avait cartonné. Et évidemment, si vous utilisez une audience de quelqu'un d'autre, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Euh, il y a tout ce qui est aussi unconventional PR, donc la relation presse pas conventionnelle. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. Vous allez le voir assez souvent et qui est aussi très peu utilisé, je trouve, chez les startups que je vois au quotidien. Finalement, c'est de faire en sorte que n'importe qui partage votre produit et que vous utilisez cette audience. Là, c'est plus de passer par quelqu'un qui a déjà une audience et qui peut déjà voilà, partager ça à un gros volume de personnes, mais c'est d'utiliser des petites personnes qui vont partager des choses parce qu'ils sont contents d'avoir utilisé votre produit. C'est ce qui fait très bien Shine, par exemple. Shine, c'est une banque pour les entrepreneurs. Et ils ont un packaging, quand vous l'ouvrez, c'est magnifique. Vous avez une petite carte écrite à la main et vous avez même offert, vous voyez, une petite plante à faire pousser chez vous. Et là, du coup, vous avez envie de le prendre en photo, vous avez envie de le partager, vous avez envie de dire, putain, j'ai vécu une expérience de dingue, c'est trop trop bien. Ils ont fait plein 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 de choses comme ça. Allez voir leur page Twitter. Honnêtement, le nombre de gens qui repartagent ça, c'est juste génial. Et c'est ce qu'avait fait aussi beaucoup Alan. Alan, c'est une mutuelle d'assurance où le packaging est magnifique, où vous avez des petits stickers, où vous avez tout ce qui va bien, etc. quand vous réceptionnez votre, votre, votre carte d'assurance mutuelle. Donc ça, c'est un canal d'acquisition extrêmement fort. Essayez de faire en sorte que les gens ont envie de partager votre produit en faisant quelque chose que vos concurrents ne font pas. Donc ça peut être une lettre écrite à la main, ça peut être des goodies, ça peut être, je sais pas, une sélection, tu vois, par exemple un truc où vous avez réservé que 3 4 places, et ben vous avez 100 000 personnes et vous avez que 100 places, le mec il va être archi content de pouvoir le partager et de dire à sa communauté. Nous, un truc qu'on avait fait dans les formations dans lesquelles je bossais avant, c'était de distribuer tout simplement un certificat en papier qu'on avait imprimé et les gens étaient contents d'avoir juste un certificat pour pouvoir le partager à leur réseau. Donc ça marche bien aussi, ça utilise une petite audience, mais une audience qui est quand même assez bien, ça fait de l'awareness, ça peut augmenter votre acquisition de manière organique. Le Search Engine Marketing, donc ça voilà, c'est tout ce qui se passe dans la ads sur Google. Les deux tips que je peux vous donner, c'est de ne pas oublier Yahoo, Ecosia et Quant. C'est aussi des moteurs de recherche sur lesquels je vous conseille de vous positionner parce que les mots-clés sont moins chers. Et honnêtement, moi, dans les entreprises dans lesquelles j'étais allé, il y a beaucoup de gens qui les utilisent, mine de rien. Et vous pouvez avoir des résultats vraiment intéressants avec des prix beaucoup plus faibles. Donc, si vous n'avez pas de budget pour Google Ads, essayez d'aller sur ces search ici. Et évidemment, l'outil le plus performant pour analyser les mots-clés de vos concurrents, pour regarder les publicités qu'ils font aussi. Enfin, en gros, c'est l'outil de malade mental pour faire du Search Engine Marketing, c'est SEMrush. Ou alors Google Search. Bon, SEMrush, c'est payant. Ou alors Google Search Console, qui est lui gratuit. Et ça vous permet de voir les mots-clés que les gens tapent pour accéder à votre site internet. Et ça vous permet du coup de faire de l'ultra optimisation sur votre plateforme, etc. La sociale et le display ads,
Donc du coup, ouais, c'est là où vous devez payer, hein. Il y a pas il y a pas de truc, il n'y a pas vraiment de secret. Le petit hack que je pourrais vous donner, à la limite, c'est de pouvoir poster un article ou un blog ou ce que vous voulez mettre ce que vous prévoyez de mettre en publicité, et de demander à des gens d'aller liker ou de commenter la publication. En fait, pourquoi? Parce que ça va faire de la social proof et les gens adorent ça. C'est-à-dire que vous pouvez réutiliser ensuite ce post que vous avez fait sur votre page Facebook ou n'importe quoi et la mettre en publicité. Et du coup, les gens ont envie de voir, enfin, on voit qu'il y a 15-16 likes et ça rassure les gens. Comme ça, vous partez pas avec zéro like. Moi, quand je vois des publicités avec zéro like, j'ai pas vraiment envie de noter, j'ai pas vraiment envie de liker. En revanche, si je vois qu'il y a 15, 20, 30 likes, etc., ça me donne encore un peu plus d'aller vers l'avant. Et d'autant plus, honnêtement, dans les publicités payantes, un autre hack que je peux vous donner, c'est de faire en sorte de faire une publicité qui engage votre audience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tag ton pote qui est comme ça veut dire je concours, ça veut dire like, share, partage, etc. Parce que faites votre coût d'acquisition client, si Facebook se rend compte que votre publicité ou que votre post a de l'impact sur son audience, il va vous faire baisser vos coûts d'acquisition. Et en fait, de manière très organique, ça va vous faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'argent, du coup. Ça va enfin, augmenter considérablement votre audience. Une troisième chose, du coup, je ne sais plus si je suis à trois ou quatrième chose, mais d'aller utiliser ce site, je ne sais pas si vous le connaissez, Facebook Ads Library. Ça vous permet de voir les publicités qui sont en cours chez vos concurrents. Donc encore une fois, moi je suis assez partisan de la recherche utilisateur quand je fais des publicités. Du coup, d'aller voir les mots qu'ils utilisent, d'aller voir sur quelles audiences aussi ils sont, s'ils sont sur Instagram, Facebook, ou sur les fils, s'ils sont sur du mobile, s'ils sont du desktop, etc., s'ils utilisent des vidéos, des images, à quelle fréquence, etc. Vous pouvez avoir toutes ces informations sur ce site-là. Donc, go, vraiment, n'hésitez pas à copier vos concurrents. Je pense qu'il n'y a aucune honte, de toute façon, ils ont des datas que vous n'avez pas. Donc, allez-y. Tinder aussi c'est pas mal, hein, je pense, hein. Vous pouvez utiliser, vous pouvez faire pas mal de ads. Je connais pas, j'ai jamais testé, mais ça peut être un bon canal d'acquisition. Le sixième, c'est le offline advertising. Donc ça coûte très cher. Honnêtement, faites-le vraiment, vraiment avec parcimonie. C'est bien de réutiliser du coup aussi cette encore social proof, hein, de dire qu'on est une boîte qui impose. C'est une tendance très américaine de faire croire aux gens que votre marque vaut des millions alors qu'en fait vous avez pratiquement pas de thunes. C'est une culture aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de gens à San Francisco et dans la vallée qui sont payés pour ça, pour faire rayonner finalement l'entreprise à travers des actions marketing qui coûtent une blinde, mais en retour, eux, ils payent moins leurs salariés, ils dépensent moins d'argent, etc. Mais on a l'impression que c'est un Google, on a l'impression que c'est un Facebook, et du coup, ça rassure énormément les gens. Et donc la offline advertising, c'est un bon moyen de dire, bah voilà, j'impose dans mon milieu, j'ai les moyens de me payer une publicité sur des panneaux comme ça. Ça peut être un bon canal d'acquisition dans la social proof encore. Euh, Donc le SEO, j'en ai un petit peu parlé aussi avant. Il y a un outil que je vous recommande vraiment, et je pense qu'il est recommandé par à peu près tout le monde dans l'univers du gros hacking, c'est Yoast. Si vous êtes sur WordPress, en revanche, malheureusement, je trouve que WordPress est vraiment un outil top pour le SEO. On arrive très rapidement à avoir des résultats grâce à ce plugin-là. Je ne connais pas d'autres plugins qui s'installent. On parle souvent de Webflow. Moi, j'ai souvent hésité avec ma stack marketing pour voir si j'allais sur WordPress ou Webflow. Honnêtement, oui, WordPress, vous avez des résultats très intéressants et c'est beaucoup plus facile de le mettre en avant. Il y a un truc très important aussi dans le SEO. Moi, je vous donne les petits hacks. J'ai pas la prétention de dire que je suis quelqu'un d'expert, mais j'ai quand même eu des résultats très intéressants. J'ai réussi à faire monter en top 1 sur une recherche Google, voilà, comme vous pouvez le voir ici, sur des formations, alors que j'étais parti de zéro, hein. Cette page-là, elle était en troisième recherche. Tout se passe dans la description ici et dans la méta-description ici. En fait, Google va se dire de manière très simple, si cette recherche et ce titre et ces métadescriptions-là
un site au clic, c'est que cette page est intéressante. Et donc si cette page est intéressante, j'ai tout intérêt à la mettre en hauteur et en position numéro 1 sur Google. Donc c'est toujours cette logique-là. Moi par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé 20 fois, et là si vous faites une recherche, vous allez voir que ça a encore changé. Là, j'avais mis nouveau programme, j'avais changé plein d'itérations différentes sur le titre de la description jusqu'à atteindre la première place, à voir celle qui fonctionne le mieux. Donc aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Il y a une deuxième chose aussi sur ça. Donc une fois que vous vous dites, bah, très bien, je vais optimiser le taux de clic versus les mots-clés sur lesquels je vais me positionner, il y a ce qu'on appelle les schémas. Donc ça s'écrit comme ça, vous pouvez regarder sur Google, c'est un peu technique si vous n'avez pas WordPress, mais je vous conseille vraiment de faire l'effort de vous y intéresser. C'est des petits bouts de code que vous pouvez envoyer à Google pour avoir des avis comme cela. Vous en avez plein, hein. Vous avez les notes, vous avez les événements, voilà, vous pouvez customiser absolument votre visuel, et surtout ça prend plus de place dans Google, et donc du coup ça donne plus envie de cliquer. Donc ça, il y en a un qui s'appelle Schéma Pro sur WordPress, encore une fois c'est celui que j'ai utilisé, je vous le recommande vraiment. Je pense que les résultats ont vraiment marché après avoir mis en place ce truc. Un troisième tips, c'est d'utiliser YouTube. YouTube, bizarrement, et ça va peut-être vous surprendre, mais enregistre les backlinks. Déjà, tout ce que vous avez sur Google, si vous voulez être bien référencé sur Google, il faut être partout. Quand je dis partout, c'est Google Business, Google YouTube, Google Search Console, Google Analytics, tout ce qui commence par Google, il faut être sur Google pour être bien référencé. Et du coup, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais demandé à plein de YouTubeurs de mettre un lien de ma description, de mon site sur leur plateforme. Donc ils m'aimaient bien, ils ont accepté. Et ça a énormément joué dans le référencement naturel. Donc pensez à YouTube, franchement ça marche bien. Et du coup aussi vous pouvez vous positionner, parfois vous voyez, il y a des mots-clés, il y a une petite fenêtre ici qui s'ouvre au tout début de l'annonce et qui vous dit voilà, des témoignages de comment utiliser le produit, de ce que disent les gens, etc. Et vous pouvez vous positionner et prendre beaucoup de place dans une recherche. Typiquement, comment faire du gros hacking, et que moi, Google se rend compte que mes contenus sont pertinents, il me met en toute première position, et du coup c'est mes vidéos YouTube qui sont un canal d'acquisition, quoi, grâce au Search Engine Optimization. Et les outils web.dev, franchement allez-y, c'est un outil Google, c'est en bêta, c'est génial, ça vous permet de savoir clairement si votre site il est optimisé ou pas. Encore une fois, c'est très logique, Google il veut que votre site soit bien construit parce que ça doit être accessible à tous, les aveugles, les malentendants, les sourds, par tous, donc à tous du coup, par tous, et partout dans le monde. Donc si votre site par exemple il est lent, ça veut dire que si j'ai un iPhone 1 Edge, je peux pas y accéder, ça peut paraître bête, mais enfin, Internet part du principe qu'en général ils utilisent le principe du W3C, et que du coup ça doit respecter ces normes-là, ça doit prendre, enfin, c'est inclusif quoi, tout le monde va pouvoir accéder à votre site de partout, et WebDev vous donne les petites checklists à faire pour optimiser votre site. Et après, encore une fois, je vous conseille Moz et SEMrush. C'est vraiment des outils très très cool aussi. Le content marketing, ouais, alors ça c'est un gros sujet, hein. Moi je commence à faire des vidéos, ça fait un petit moment que je m'y intéresse aussi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret, je pense qu'il faut faire surtout du contenu pertinent, essayer de comprendre ce que veulent les utilisateurs, et surtout ne pas hésiter à utiliser votre propre réseau, parce que en fait faire de la publicité, enfin faire du contenu à travers une marque, ça a moins de pertinence, je trouve, ça montre moins son expertise. C'est plus intéressant de se dire voilà, je suis Kevin, responsable de croissance, etc., et de partager du contenu cool. Moi par exemple, j'avais utilisé des formats aussi différents. Vous voyez, sur LinkedIn, j'avais fait un petit slide. Donc ça, si vous voulez le faire, c'est assez simple, hein. Vous faites un PDF. Moi j'utilise canva.com si vous voulez regarder, c'est très simple d'utilisation. Je fais des PDF, et vous allez dans Fichier, vous faites Import, et ça m'a fait, je sais pas, on peut regarder 25 000 vues, ouais, voilà, sur ce tag. Sur LinkedIn, encore une fois, un petit truc qui marche bien, c'est de demander aux gens de partager votre offre. Ça peut paraître bête encore, c'est des conseils peut-être stupides, mais si vous le faites pas, personne va le faire. Si vous leur demandez pas, personne va le faire, et pourtant, c'est pas un engagement de dingue de partager un contenu qui est pertinent et qui a de la valeur pour les gens. C'est juste que parfois les gens n'y pensent pas. Clairement, cette vidéo, je peux vous demander de la partager, peut-être que vous y aurez pas pensé, c'est que ça peut utiliser, donc du coup, n'hésitez pas à partager. Je
pose ça là. Et du coup, voilà, taguez aussi les gens voilà, moi j'avais tagué Kevin Asseraf de Alan, le head of growth de Alan, et effectivement, bah, il va en reparler plus tard parce qu'il a vu mon contenu. Vous voyez, j'ai vu une conférence où il avait parlé justement de ce contenu que j'avais créé sur des sliders. Du coup, ça peut être cool. Ça vous fait des petits encres un petit peu aussi qui vous permettent d'aller plus vite. Voilà, ça c'est par exemple les retours que j'ai eus. J'ai trouvé top ta dernière publication, comment tu fais tes carousels, etc. Donc, juste vraiment numéro une, soyez créatif. Et encore une fois, quelque chose que je vois trop souvent, le contenu ça coûte cher, donc recyclez-le. Là, cette vidéo, je peux faire plein de contenus différents, je peux écrire un article, je sais pas, sur toutes les vidéos que je fais, je peux faire le top 10 des vidéos qui sont le plus vues. Je peux reprendre un contenu écrit pour le transformer en vidéo, reprendre un contenu écrit, le transformer en MP3, faire une infographie. Enfin, en fait, soyez hyper créatif, quoi. C'est vraiment ça qui compte dans le contenu marketing, je pense, c'est d'être créatif et de récupérer le contenu en, pourquoi pas le remettant à jour, mais de le récupérer quand même. Parce que ça prend du temps de faire du contenu. Email marketing, alors ouais, ça c'est tout ce qui est tous les outils qu'on a déjà sûrement vu dans d'anciennes vidéos pour collecter des informations, par exemple sur un site internet. Ça, clairement, vous faites 10 euros de réduction sur votre site internet et vous pouvez après, derrière, avoir de l'acquisition beaucoup plus importante. Moi, j'utilisais pas mal Mailchimp parce que c'est un outil gratuit. Drift, c'est cool aussi parce que ça vous permet de faire un chat. Je vous conseille aussi Crisp, du coup, qui est un outil totalement gratuit, un peu moins performant que Drift, mais qui fait quand même le taf. Wisepop, c'est des pop-up qui apparaissent sur votre site, du coup. Donc la première manière, c'est de collecter. Ensuite, vous automatisez. Donc en fait, ces outils-là, c'est juste pour collecter, hein, sur la gauche, là. Mailchimp, Drift, Wisepop. Automate, on a du Intercom ou de Customer IO. L'idée, c'est quoi? C'est que si par exemple quelqu'un euh, s'enregistre sur une pop-up sur votre site, derrière vous allez pouvoir faire enfin, comment dire, rassembler cette information-là et de dire voilà, dans 3 jours, s'il est venu sur mon site enfin, s'il est resté 15 minutes sur mon pricing, lui envoyer une promo ou l'appeler ou faire des scénarios en fait. Donc, vous pouvez automatiser tous les workflows possibles et inimaginables. Donc Intercom Customer IO, c'est très puissant encore une fois, c'est des outils qui coûtent cher. Faites attention, c'est pas, c'est du nice to have, hein, ça dépend de votre business, mais si vous êtes une plateforme, clairement c'est indispensable. Mais encore une fois, c'est vraiment du nice to have. Essayez de vraiment vous poser les bonnes questions pour savoir lequel choisir. Et enfin, vous pouvez unifier la data. Donc moi, j'ai souvent utilisé HubSpot. Là, on le voit pas très bien en haut. HubSpot, ça fait tout ça en fait. Ça vous fait des formulaires et ça vous fait des workflows et du coup toute la data est au même endroit. C'est extrêmement intéressant parce que du coup vous n'avez pas besoin de jumper entre les outils, etc. Et HubSpot c'est un outil très de formulaire en fait. Si vous avez une communauté, clairement ça sert à rien d'utiliser une plateforme comme celle-là. C'est bien si vous faites des contenus, du e-book, des pop-ups sur votre site, donc des fenêtres qui s'ouvrent toutes seules, etc. Mais vous n'en avez pas forcément peut-être besoin vous n'avez pas forcément besoin de pousser aussi loin. Vous pouvez vous contenter de petits outils pas trop chers. Et enfin, vous avez Hull. Hull, c'est extrêmement cher aussi. Ça vous permet de rassembler toute la data. Donc, si vous n'avez pas un outil comme HubSpot, par exemple, clairement, ça fait très très bien le taf et que vous avez plein d'outils à peu près partout. C'est très très cool. Engineering as marketing, alors ça c'est l'un de mes canaux d'acquisition préférés. C'est l'idée d'utiliser un cheval de Troie. L'idée, si vous voulez, c'est de montrer la valeur des gens en utilisant un biais. Clairement, c'est ce qu'avait fait Dream. Dream, ils vendent des masques pour analyser ton sommeil et pour lutter contre l'insomnie. Bah, ils ont fait un questionnaire comme ça. Quel type de dormeur êtes-vous? Et du coup, vous commenciez, vous aviez des résultats, et derrière, vous pouviez les partager, vous pouviez recommencer, taguer vos potes, etc. sur cette publication, et ça a extrêmement, extrêmement bien marché. Pareil pour Juicy. Juicy, ils font des calculateurs pour savoir combien tu vas gagner en fait par mois si tu épargnes chez eux. Donc c'est des trucs qui marchaient extrêmement bien et Airbnb l'utilise aussi quand par exemple il vous dit voilà estimez le nombre d'argent que vous allez gagner par mois si vous le mettez sur Airbnb. Donc le cheval de Troie c'est très 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 cool. Business development, donc
Voilà, c'est d'avoir des partenaires variés avec lesquels vous pouvez collaborer. C'est ce qu'a fait par exemple Launcher. Launcher, c'est une carte de paiement pour les tickets restaurants qui est tout nouveau, qui s'est associé à Uber Eats. Donc effectivement, ils utilisent maintenant l'audience d'Uber Eats et ça peut être un facteur de prise de décision quand vous êtes sur Uber de passer, enfin quand vous avez Launcher de passer par Uber Eats. Donc c'est extrêmement puissant d'utiliser ce concept-là. Essayez de trouver vous de votre côté avec qui vous pourriez avoir de la sensibilité, avec des potentiels business. Vous voyez, ça peut, les gens sont assez ouverts sur ça, même de discuter, voilà, comment vous pouvez faire du business ensemble, et ça marche très très bien. Et Zapier, par exemple, c'est un outil de connexion, d'automatisation. Eux, ils ont fait un truc encore plus smart. En termes de SEO, donc en fait l'idée c'était de faire du business development, mais ça a amélioré considérablement leur SEO parce que ils se sont positionnés sur des mots-clés enfin par exemple là il y a Google Sheet, how to automate Google Sheet and Gmail par exemple. Et du coup ils avaient une page pour chaque utilité de leur produit. Effectivement, bah, ils ont eu des millions et des millions de pages générées sur des mots-clés comme Twitter, Facebook, Trello, Facebook, Mailchimp, etc. Et du coup, ils ont utilisé finalement l'audience un peu des autres pour jumper au-dessus de n'importe quelle recherche Google aujourd'hui. Alors sales, c'est un sujet passionnant honnêtement et encore une fois, moi je vous conseille predictable revenu, ça dépend, ça coûte très cher de faire de la vente, enfin d'avoir une équipe de sales. Predictable revenu, c'est par le fondateur de Salesforce qui a écrit ça. Ça vous explique clairement comment vous devez processer vos commerciaux. Pour vous faire un rapide résumé, en gros, vous devez diviser, voilà, vous avez outbound et inbound reps, donc vous divisez vos équipes pour qu'ils soient les plus performants possibles, on va dire. Donc ça, par exemple, c'est de l'inbound, ou vous avez de l'outbound. L'outbound, c'est d'aller chercher le client. L'inbound, c'est le client vient à vous de manière organique. Donc ça peut être, il vient de l'inbound, il a téléchargé un e-book, etc. Et l'outbound, c'est d'aller faire du démarchage commercial, par exemple, appeler les gens, envoyer des emails, etc. Donc eux, en fait, ils divisent en trois. C'est sales development, donc c'est ceux qui vont faire de la chasse à 100%, ou alors s'occuper des gens qui viennent. Ensuite, vous avez les accounts exécutifs. Donc là, en général, les sales development, ils vont juste se contenter de faire une démo. Et si vous avez vendu un SaaS, après ça peut être un peu différent. Les accounts exécutifs, c'est des closers, donc les gens qui vont négocier, qui vont créer les contrats, qui vont faire de l'upsell, du cross-sell, etc. Et les customer success et les account management, c'est les farmers, quoi. C'est les gens qui vont dire, bah voilà, on sort une nouvelle feature, une nouvelle fonctionnalité, est-ce que ça vous intéresse de la tester? Voilà, enfin, vous pouvez faire plein de choses. Tout est expliqué dans ce bouquin-là. Encore une fois, si vous voulez que je fasse un petit résumé, commentez. Ce sera avec plaisir, c'est un sujet passionnant. Les programmes d'affiliation, alors vous avez plusieurs manières de recommander les gens. Moi, je trouve que c'est un truc qui marche de moins en moins, mine de rien. Vous pouvez le faire gratuitement pour de l'argent, pour des features ou pour de l'upgrade. C'est-à-dire d'avoir des nouvelles capacités de storage, par exemple, sur Dropbox. Enfin, voilà, plein de manières de le faire. Je pense que celui qui marche bien, j'ai l'impression en tout cas, c'est Vinted, parce qu'ils ont une grosse viralité. Vinted, ça permet de vendre ses anciens vêtements à des particuliers. Ils ont une grosse croissance. Je pense que ça vient de ce principe-là parce que voilà, 5 euros, voilà, c'est pas non plus incroyable, mais c'est quand même, ça peut valoir le coup de le tester. C'est extrêmement difficile. Ça vient du bouquin Predictably Irrationnel. En gros, ça veut dire quoi? C'est que vous avez une valeur de marché et une valeur sociale. C'est-à-dire que la valeur sociale, c'est quoi? C'est par exemple demain vous tombez en panne et vous appelez votre pote et vous lui dites bah vas-y je suis tombé en panne, tu peux pas venir me dépanner, etc. Il vous dit oui et à la fin quand il vous a aidé, vous lui donnez un billet avec 5 euros et vous lui dites merci. Bah, votre pote il va très mal réagir, il va se dire bah non mais en fait mec je suis pas venu t'aider pour 5 euros, genre je suis venu t'aider parce que... Et il va se sentir même vexé que tu lui proposes 5 euros quoi. Donc ça c'est la valeur sociale. Et la valeur de marché, c'est l'inverse, en fait. C'est jusqu'à quand tu es prêt à payer pour quelque chose de juste, en tout cas, pour pouvoir te déplacer ou pour pouvoir faire gagner de l'argent, quoi, ou en recevoir. Et ça, c'est un concept assez difficile à percevoir. Mais c'est là pour le coup, pour l'affiliate programme, je vous conseille totalement Predictably Irrationnel que je vous ai donné un petit peu plus haut dans la présentation pour construire un programme très très cool en fonction de la psychologie de vos utilisateurs.
Les plateformes existantes, donc je ne sais pas si vous le connaissez déjà, c'est ce qu'a fait Airbnb quand il s'est lancé. Airbnb, il a fait quoi? Il a utilisé la plateforme Craigslist. Craigslist, c'est un Le Bon Coin français, si vous voulez. Et en fait, à chaque fois qu'une annonce immobilière était faite sur Airbnb ou sur Craigslist, il la publiait automatiquement. Et du coup, ça lui permet d'exploiter l'audience de Craigslist pour la ramener sur son site internet. Donc ça, c'est un hack, vous voyez, qui fonctionnait très très bien. Donc essayez de réfléchir où est votre audience et de quelle manière intelligente je peux la ramener vers moi. Moi, je pense très souvent, par exemple, aux extensions Chrome. On n'y pense pas suffisamment. Les extensions Chrome, c'est des petits outils que vous utilisez, que vous installez sur votre navigateur Chrome. Du coup, c'est des petites applications. Moi, j'en ai plein. Ça vous permet de faire plein de choses. Et ça, en fait, vous y avez accès partout sur n'importe quel site. C'est parce que c'est une application qui est sur le navigateur. Et donc, ça marche très bien. Voilà, si vous faites, je sais pas, une application de recommandation de la bonne taille sur un site e-commerce, plutôt que de vous mettre sur tous les sites e-commerce du monde, autant faire une extension Chrome qui repère le nom de la marque et qui va faire une recommandation en fonction de la marque sur laquelle il est, quoi. Enfin voilà, du coup vous êtes vous êtes dans l'immersion du navigateur. Un outil qui marche très bien, c'est Product Hunt. Ça s'écrit comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien sur mon écran. Honnêtement, je vous conseille de télécharger cette extension. Vous tapez Chrome Product Hunt, vous allez la télécharger et en fait, à chaque fois que vous ouvrez un nouvel onglet, vous avez une page avec les meilleurs outils du moment. C'est vraiment très cool. Moi, c'est comme ça que je fais ma curation de nouveaux outils. Chouette show, donc ça, j'ai jamais vraiment vu l'impact. Ça coûte souvent très cher d'avoir une place dans ces lieux-là si vous n'êtes pas sur des programmes d'entrepreneuriat, par exemple, type Station F, ils offrent des places gratuites parfois pour certaines entreprises. Donc c'est extrêmement difficile. Il y a en revanche peut-être des hacks à faire. Moi je me rappelle de quelqu'un qui avait hacké le Wi-Fi. Donc ça c'est pas vraiment un hack, c'est qu'il se baladait avec un petit boîtier qui était un générateur de Wi-Fi et qu'il avait appelé Wi-Fi, je sais pas, le nom du salon. Et il se baladait et les gens essayaient de se connecter sur son réseau et il récupérait les emails. Donc voilà, c'est un peu sneaky, quoi. Mais bon, ça marche, ça a plutôt très bien marché. Ça leur a fait de la virilité et les gens en ont beaucoup parlé aussi. Donc voilà, trade show, pourquoi pas. Les événements offline, alors ça j'en suis assez fan, j'en ai beaucoup fait moi dans mes anciennes boîtes. Clairement, vous faites rayonner votre boîte en prenant la parole, en montrant votre expertise. C'est souvent pour montrer votre expertise, pour faire des sujets vraiment précis. Ça vous starifie aussi énormément. Moi, la recommandation que je vous donnerais sur ça, c'est de filmer tous ces événements ou de les enregistrer, et encore une fois, d'exploiter ce contenu. Encore une fois, tous ces canaux d'acquisition sont complémentaires entre eux. Donc, vous focalisez pas sur, voilà, je fais offline event et je vais pas faire du contenu. Si vous faites de l'offline event et que ça vous prend pas beaucoup de temps d'enregistrer, enregistrez l'événement et vous pouvez le dupliquer et tester des canaux d'acquisition comme ça, quoi. Il y a pas de règles, en tout cas. Moi, j'aime pas trop les règles. Je trouve que ça vous met dans un focus comme ça qui est biaisé. Speaking engagement, alors ça c'est d'aller prendre la parole du coup dans des endroits qui sont où il y a potentiellement votre audience, tout simplement. Ça peut passer par, moi je sais que ce qui marchait bien de ce que j'avais entendu, c'était d'aller faire des déjeuners avec des gens qui font potentiellement ce que vous faites. Ou je sais pas, envoyer des messages en disant voilà, je suis un peu dispo en ce moment, est-ce que tu veux parler de tel sujet, je peux intervenir de telle manière, etc. Moi, clairement, si je forme des entrepreneurs ou des gens en freelance, je peux essayer d'aller voir si je vais chez Malte ou si je vais chez, je sais pas, si je fais du création de contenu, je peux aller dans un événement, prendre la parole et dire comment faire du contenu, comment monter des vidéos, etc. Donc voilà, c'est d'aller prendre la parole quelque part. C'est un peu différent, juste pour revenir à cela, parce que cela, c'est vous qui les organisez. Donc c'est vous qui amenez le trafic chez vous, tandis que là, c'est vous allez vers une audience. C'est différent. Community building, alors ça c'est extrêmement fort. Moi je suis totalement fan de la création de communauté. C'est, je pense, l'une des choses que vous devez absolument faire dès le début. En tout cas, c'est quelque chose qui est pas très difficile à faire en tout cas. C'est un peu un exemple que je donnais sur Lemlist, qui est un outil de email outreach. Lui, il a tout de suite intégré cette notion de communauté. À chaque fois que vous vous inscriviez sur LinkedIn,
enfin, dès que vous vous inscriviez sur son site, avec l'email, elle allait récupérer votre profil LinkedIn, et il allait vous inviter en vous disant Hello, j'ai fait une vidéo sur ça d'ailleurs qui va venir dans les prochaines si vous voulez rester informé. Encore une fois, abonnez-vous à la newsletter. Et en fait, l'idée, j'explique comment on fait en fait, c'est ce petit hack. L'idée, c'était d'aller euh, envoyer le message sur LinkedIn au mec en lui disant ouais bienvenue, je t'invite à rejoindre le plus grand réseau de la communauté d'email outreach. Donc lui, l'Emlist, il a rien à voir en fait avec cette communauté, hein. Il est détaché, il crée juste un, un- un- un hub de gens qui sont intéressés par ce sujet-là, et derrière il monte son business à côté, il peut avoir des bêta-testeurs, il peut construire sa communauté, il peut avancer, et ça peut aller très très vite. Voilà, donc community building c'est extrêmement fort. Honnêtement, c'est pas très difficile à faire. Encore une fois, hein, vous dites voilà, moi je voudrais faire un groupe sur des investissements en immobilier. Dans votre groupe Facebook, vous postez ça sur Facebook. Il y a plein de vos potes qui viennent vous voir et vous commencez petit à petit à créer votre communauté comme ça. Ça peut aller très vite, hein. Eux, ils sont allés assez vite. Et surtout, n'oubliez pas de les engager. C'est extrêmement important d'avoir une communauté engagée. Engagé comment? Dès qu'il y a quelqu'un qui vient, qui est nouveau sur le site, vous dites Hello, bienvenue Kevin, je te souhaite la bienvenue, présente-toi, où est-ce que tu viens, c'est quoi ton dernier projet, etc. Enfin voilà. Et finalement, ce qui est aussi intéressant, c'est que tous les gens de votre communauté vont partager des contenus, et ces contenus, vous pouvez les réutiliser dans une newsletter, par exemple. Ça peut être totalement cool. Ils font de la curation finalement de contenu pour vous, et vous pouvez réutiliser les contenus qui marchent le mieux. Et vous pouvez même après utiliser votre audience pour faire d'autres contenus. Par exemple, vous pouvez aller les interviewer en faisant des podcasts. Enfin voilà, vous avez plein de manières d'exploiter cette communauté après. Je pense que c'est vraiment un avantage concurrentiel non négligeable d'avoir une communauté. Parce que déjà, si vous lancez un nouveau produit, c'est extrêmement facile d'avoir un avis sur un panel de gens potentiellement intéressés, de clients, de prospects. Et du coup, ça va beaucoup plus vite. De construire dès le début, ça vous permet d'une une stabilité dans votre business qui est assez incroyable. Et enfin, le dernier, et non des moindres, c'est le target blog. Alors ça, c'est assez compliqué, je vous mens pas. Moi, j'ai jamais vraiment réussi à craquer le truc, donc j'ai pas vraiment de conseils. J'ai juste cet outil qui s'appelle Ahrefs, qui vous permet de voir les articles les plus vus et les plus commentés. C'est un peu difficile. Moi, j'entends des gens qui me disent, ouais, tu vas commenter l'article ou envoyer un message au mec et il va te mettre un lien sur son site où il va parler de toi, etc. Je pense pas que ce soit la bonne manière. Je pense qu'il faut passer du temps avec ces influenceurs-là ou aller essayer je sais pas, prendre un verre, prendre un café, discuter, pour au moins qu'ils se souviennent de vous quand ils vont parler de vous sur un sujet. Ça, c'est peut-être bête, hein, mais de prendre un café pendant 30 minutes avec un influenceur ou un mec qui est responsable d'un blog et de dire voilà, moi je fais ci, je fais ça, mes problèmes c'est ça, et toi c'est quoi, et en fait créer une relation humaine, ça peut vraiment derrière lui faire penser à vous quand il va écrire un article sur un sujet. Voilà, j'ai fini cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. La prochaine vidéo, je vais essayer de rentrer un peu plus dans les détails techniques. En tout cas, je vous ai parlé de ces petits hacks là. N'hésitez pas à me dire sur quel